Bonjour, bonjour à vous tous. Merci d'être... vous avez choisi un bon panel d'abord. Donc merci d'être là, de supporter la chaleur. C'est pas une chose facile. Il fait très très chaud. On a la chance sur scène d'avoir quelques ventilateurs. On espère que vous avez un peu d'air aussi de votre côté. Je vais demander à ceux qui sont là de bien vouloir s'asseoir. Les nouveaux secteurs pour produire demain. Bien évidemment, c'est un enjeu essentiel. Et avant de rentrer dans le fond du sujet, je voudrais dire deux petits mots. Le premier, c'est que je voudrais saluer Jean Pisani-Ferry, un très bon ami qui n'est pas là aujourd'hui et que je salue. Et je voudrais dire une chose, et bien évidemment, je suis extrêmement fier d'animer ce panel avec des personnalités aussi pertinentes, compétentes, mais j'ai toujours un petit sujet quand le panel n'est pas paritaire. Je vous le dis, je l'ai dit régulièrement au Cercle des économistes, je suis toujours prêt à m'effacer quand une femme peut prendre le relais, mais je ne peux pas ne pas le dire aujourd'hui, et nous allons passer maintenant au fond du sujet. La pandémie, la décarbonation, la démondialisation, ce sont vraiment trois grandes tendances structurelles, trois grandes transformations, trois grandes transformations du moment, de choc j'allais dire, qui recomposent nos systèmes économiques, qui transforment aussi notre marché du travail, et nous demande des adaptations extrêmement rapides. La singularité de l'époque, c'est manifestement la rapidité d'évolution et de transformation auxquelles nous sommes, j'allais dire condamnés, le mot était trop négatif, mais en tout cas, nous avons une obligation de nous transformer à une très grande rapidité. Ces mutations, ces trois grandes mutations, elles ont transformé le rapport au travail, la géographie des implantations industrielles, l'impératif de la décarbonation, et bien évidemment qu'il y a un impact aussi sur la dynamique des secteurs. Quel paysage industriel avons-nous à voir? Je vais vous présenter nos invités pour regarder toutes les facettes de ce sujet. Je commence par un très grand industriel, Jacques Aschenbroich, qui a une expérience longue à Saint-Gobain, à Valeo, dont vous avez dirigé les destinées pendant 6 ans. Valeo, c'est près de 100 000 salariés, une implantation dans 33 pays du monde, c'est des capteurs dans le monde entier. C'est un très grand partenaire de tous les constructeurs automobiles. Et j'allais dire, c'est peut-être l'entreprise, une des entreprises qui a le plus de capteurs sur ce que la mondialisation, le commerce, la transformation de l'industrie aujourd'hui. À ses côtés, Nicolas Dubourg, qui est associé fondateur et président d'Isalt Gestion. C'est une société d'investissement stratégique en action de long terme, très bien placé pour savoir aujourd'hui comment nous construisons des projets industriels de relocalisation, comment nous construisons non plus des champions industriels, mais des coalitions pour construire des champions et des innovations. À ses côtés, pardonnez-moi, je regarde mes petites fiches. Voilà. Min Pocquet, qui est fondateur, président et CEO de KT Capital. Min Po est arrivé en France à Orléans à l'âge de 20 ans. Il dirige aujourd'hui une des premières sociétés globales de capital investissement, créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et la spécialité de KT, c'est vraiment le cross-border, c'est-à-dire comment on construit, comment on travaille des sites industriels, des alliances industrielles régionales, pour pouvoir être performant et inventer les années qui viennent. À ses côtés, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui nous arrive de Tunisie. Fatma Marakchi Charfi, vous arrivez depuis quelques heures de Tunisie. On vous remercie d'être là, c'est très précieux pour nous que vous soyez là. Et vous êtes professeur d'économie à l'Université de Tunis. Et vous dirigez un laboratoire, le laboratoire d'intégration économique internationale. Vous êtes une spécialiste du commerce international, des localisations, des coopérations, bien évidemment des compétences et des logiques du marché international. Et puis, vous nous direz aussi, ça sera un point clé, il y a 300 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail dans la région MENA, on va dire au sens large du terme. Et bien évidemment, il faut les orienter vers des secteurs économiques qui sont porteurs, qui vont créer des emplois de demain. Et donc, il faut savoir quoi leur dire aujourd'hui, comment les former pour que ce soit le plus pertinent possible. Et puis, notre dernier invité,
Alors, je vous avais tout à l'heure, Kevin, je ne l'ai plus là sous les yeux, vous me pardonnez. Kevin est le président de The Camp. Il vient de racheter avec sa société holding The Camp, qui est le campus d'innovation d'Aix, qui est vraiment un lieu d'innovation extrêmement intéressant, une expérience. Mais il s'agit aussi, et en discutant avec vous tout à l'heure, vous me disiez, moi, c'est sympa ces panels, mais je voudrais que ça débouche sur quelque chose de concret. Et je n'ai pas simplement envie qu'on passe un bon moment et qu'on agite des idées, j'ai envie qu'on parle de choses concrètes qui nous permettent aujourd'hui d'orienter les jeunes, d'orienter les fonds d'investissement, d'orienter les énergies vers des choses concrètes qui nous permettent aujourd'hui de construire des secteurs industriels de demain. J'ai proposé donc à nos panélistes de commencer, de leur donner 5 à 6 minutes chacun pour développer une idée. Et je vais commencer par Jacques Aschenbroich qui m'a dit en préparant ce panel qu'il souhaitait parler extrêmement librement et on peut compter sur lui. Jacques est un très grand industriel. Il a une expérience sans pareille de la transformation de l'industrie aujourd'hui. On le sait, depuis des années, la France a perdu un tiers de son emploi industriel. Il y a eu un drame économique qui s'est joué. Nicolas Dufourcq en a écrit un livre extrêmement poignant sur les responsabilités collectives qui ont fait que l'industrie en France avait, non pas disparu, mais avait diminué peut-être de moitié en puissance. Et aujourd'hui, bien évidemment, on découvre l'étendue des dégâts et on a besoin de reconstruire, pas simplement de la souveraineté industrielle, mais des logiques industrielles, des emplois industriels, des compétences industrielles, des secteurs et des coopérations. Jacques, je vous laisse la parole. Merci. Une petite précision. Je suis resté 13 ans chez Valeo et pas 6 ans, mais ça ne change pas le diagnostic. Il y a des moments où il faut être très humble dans le diagnostic et dans la réponse qu'on peut donner. Donc je ne vais pas essayer de répondre à la question quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir, mais plutôt faire un historique des sujets qui, tout d'un coup, ont créé un emballement journalistique, un emballement politique, voire économique. Quand j'étais à l'école des mines, c'était les nodules polymétalliques. Ensuite, ça a été les supraconducteurs, ça a été les nanoparticules. Maintenant, on parle beaucoup d'IoT, voire d'hydrogène. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces sujets sont des sujets réels dans lesquels il va se passer quelque chose? Il y en a beaucoup dont on peut faire le constat quelques années après que ça n'a rien donné. Ou bien ce sont des espèces d'emballements et de roues qui tournent dans le vide. J'ai plutôt l'impression que ce sont des roues qui tournent dans le vide. Alors si Benoît Potier, le patron de Air Liquide, m'entendait, il hurlerait probablement. Et dans le même temps, on n'a pas vu arriver les ordinateurs, on n'a pas vu arriver les smartphones, on n'a pas vu arriver l'ARN messager, on n'a pas vu arriver Amazon, on n'a pas vu arriver Apple, on n'a pas vu arriver Specify, etc. Donc, quand on essaie de faire de la prospective, je pense qu'on se trompe toujours. Et quand je regarde, vous avez eu la gentillesse de parler de la transformation en profondeur de Valeo, c'est vrai qu'on peut se dire, 13 ans après, qu'on est devenu le numéro 1 mondial dans le véhicule électrique, dans tout ce qui est électrification des voitures, et on est numéro 1 mondial dans tout ce qui est l'assistance à la conduite, tous ces capteurs autour de la voiture qui sont les yeux et les oreilles de la voiture. Mais si je me replonge 13 ans avant, on sentait qu'il y avait quelque chose dans l'électrique. On avait une perle qui était, certains d'entre vous connaissent peut-être ce fameux stop and start qu'on avait développé avec PSA, qui permet à une voiture de s'arrêter au feu rouge et de redémarrer. Donc le moteur s'arrête, redémarre, qui est un produit qui avait presque les mêmes performances que le diesel, n'était pas du diesel. Et la première fois qu'on l'a présenté au Mondial de l'Automobile en 2010, je vous garantis qu'on n'a même pas eu une marque d'intérêt de nos clients qui ont dit « ouais, mais c'est pas aussi bien que le diesel. Le diesel, c'est bien, c'est 70% du marché européen. Donc votre truc, bof. » Et puis il y a eu un accident, le Dieselgate que vous connaissez tous, et ce produit a vraiment gagné. Maintenant, on doit faire, je sais pas, 1 milliard et demi de chiffre d'affaires avec ce produit. Et ça a été la base pour nous d'une JV qu'on a créée avec Siemens sur non pas la basse tension, mais la haute tension, où grâce à cette coopération entre les deux leaders, on est devenu le numéro 1 mondial dans la voiture électrique, dans le même temps où il y a eu une réalité du véhicule électrique dont on ne parlait pas il y a 10 ans, qui ne paraissait nulle part dans les perspectives. Le CO2, la réduction des émissions de CO2 apparaissait partout, évidemment, c'était notre slogan chez Valeo, mais absolument pas là où on est aujourd'hui avec une interdiction du véhicule
à combustion tel qu'on le connaît aujourd'hui d'ici 10 ans, 15 ans, dans la plus grande partie des grands marchés automobiles mondiaux. Donc on voit qu'il y a une incapacité souvent à se projeter. Il faut être prêt quand le marché arrive. Et finalement, la réflexion qu'on devrait avoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays comme la France peut ou non être à la base d'une industrialisation qui me paraît absolument nécessaire. D'abord, c'est pour beaucoup d'entreprises les racines. On a la chance d'avoir au CAC 40 ou au SBF 120 de vrais leaders mondiaux qui ont leurs racines en France et un socle européen qui se développe dans le monde entier et qui sont une base pour l'industrie française évidente. Mais je crois qu'il y a probablement 4 éléments qui font qu'on peut ou qu'il faut absolument résoudre si on veut avoir une base industrielle en France. La première, c'est avoir des entrepreneurs. Finalement, transformer la société française d'une société de fonctionnaires à une société d'entrepreneurs. Et je suis très impressionné de ce qui s'est passé ces dernières années avec les 24 ou 25 licornes qu'on a. Et je pense que collectivement, il faut être extrêmement fier de cette transformation en profondeur d'une capacité à créer de rien, en quelques années, des sociétés. Alors, ce qu'on appelle une licorne, c'est une société qui a une capitalisation virtuelle ou réelle de l'ordre du milliard de dollars. On n'en avait pratiquement pas il y a 10 ans. On en a 24 aujourd'hui. C'est une source, je crois, de fierté pour notre pays. La deuxième chose, c'est la science. À la fois les réflexions ou la science fondamentale dans les laboratoires publics ou dans les laboratoires des entreprises et la R&D appliquée. On a eu le courage chez Valeo de monter jusqu'à 12%, c'est énorme, 12% de frais de R&D chaque année. On l'a payé sur notre cours de bourse, puisque notre cours de bourse a été très impacté. Je suis désolé pour un investisseur chez Valeo. Mais maintenant, on a développé des plateformes technologiques qui sont les meilleures au monde dans chacun de nos produits et qui sont une véritable base pour redémarrer. Donc, des entrepreneurs, de la science. Jacques, je vous interromps juste une seconde. Pour faire ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez, quand vous avez misé sur la R&D et développé avec des profils scientifiques les plateformes que vous évoquiez à l'instant, vous aviez les compétences disponibles pour faire ça? Est-ce qu'il y a en France suffisamment de gens formés et d'esprit scientifique pour pouvoir muscler les départements de R&D d'une entreprise comme Valeo? La réponse est oui. La réponse est oui, incontestablement. Alors d'abord, on n'a pas 100% de notre recherche en France, mais à peu près 50%. Mais on a trouvé en France les compétences dont on avait besoin, à la fois liées à tout ce qui est la mécatronique et les softs. Oui, on les a. C'est un vrai sujet. Il faut continuer à augmenter ces compétences technologiques. Et moi, j'ai été signataire de l'appel à renforcer les maths à l'école, mais il faut évidemment renforcer la culture scientifique et la science à la fois dans les grandes écoles, qui est quelque chose d'assez fondamental dans notre pays, dans le mode de formation de notre pays et dans les universités. On n'a pas eu trop de difficultés. Ça devient un peu plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a un turnover plus fort. Mais si je reviens, c'est des entrepreneurs, de la science. Dans des groupes comme nous, elles sont un peu partout dans le monde, mais principalement en France. Un écosystème financier qui nous permette d'accompagner ces développements. Et puis le quatrième sujet qui me paraît assez fondamental, c'est qu'on arrête avec cette bureaucratie, ces coûts. On a l'art dans notre pays d'avoir des réglementations, surtout, même quand les sociétés ne sont pas encore aptes à supporter ces réglementations. On a des coûts de production qui sont les plus importants dans le monde, à la fois les impôts de production et les charges sociales. Donc je crois qu'il faut régler. Il y a quelque chose qui se fait dans chacun de ces secteurs, mais ayons l'humilité de ne pas faire dire tel et tel sujet sur lesquels il faut investir, mais plutôt travailler sur l'écosystème qui permettront à ces secteurs d'émerger. Il n'y a pas donc pour vous de fatalité, il y a une possible réindustrialisation de la France pour peu qu'on sache travailler les 4 points que vous évoquiez? Incontestablement oui, mais à condition qu'on les traite les uns après les autres ou les uns avec les autres. Il y a des entreprises superbes en France, il y a des entrepreneurs superbes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils restent dans notre pays et qu'ils considèrent eux aussi que leur base française vaut la peine d'être développée aussi bien que leur base internationale quand ils croissent. Et je parle beaucoup avec nos collègues ou avec mes collègues patrons des grands groupes. Ils ont tous conscience, me semble-t-il, que leurs racines françaises sont absolument fondamentales pour continuer de croître et peu d'entre eux
considère qu'une entreprise apatride peut survivre. Merci à vous. Alors, vous avez presque le lien avec le propos de Nicolas Dubourg. Vous avez donné dans les 4 points qui sont stratégiques pour vous l'écosystème financier. Nicolas, vous êtes fondateur et président d'Isalt. Vous investissez dans des entreprises françaises stratégiques de capitalisation moyenne, des ETI, en priorité industrielle et technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour répondre à l'ambition de se développer dans de nouveaux secteurs industriels en France, pour relocaliser l'activité industrielle en France, on a l'écosystème financier et dans ce que vous faites, vous soutenez des projets industriels innovants. Quelles perspectives ça ouvre et quelles difficultés rencontrez-vous pour passer à l'échelle, pour faire en sorte que les choses se concrétisent? Bien, je vous remercie Vincent pour ces questions. Avant d'essayer d'y apporter quelques éléments de réponse, et avec beaucoup d'humilité, comme le disait Jacques, je vais dire quelques mots sur Isalt et la façon dont on voit les choses aujourd'hui. Et puis vous allez voir qu'on va aussi complètement dans le propos précédent sur ce qu'il faudrait, ou en tout cas ce qu'il faut mettre en place pour avoir une chance de réindustrialiser le pays. Alors, Isalt aujourd'hui, c'est une raison d'être, c'est l'investissement long terme dans le capital d'entreprises françaises. On est soutenu par 7 compagnies d'assurance importantes en France. Je vois des représentants dans la salle que je salue. Et donc l'idée, c'est d'apporter du capital stable, un actionnariat long terme à ces entreprises françaises pour qu'elles aient un ancrage fort, important, et des actionnaires aussi de long terme à qui parler. Donc, je crois que c'est ce qu'on fait avec Valeo, et on est très fiers d'être actionnaire administrateur de Valeo. On a récemment investi dans une entreprise de technologie de province qui s'appelle Soitec, qui est dans le domaine des semi-conducteurs, une très belle entreprise, et qui, par exemple, comme elle est sur un domaine à très forte valeur ajoutée, investit très fortement en France. Plusieurs centaines de millions d'euros vont être investis dans les usines proches de Grenoble, évidemment avec l'aide aussi des supports publics, ce qui est un point donc important aussi à prendre en compte dans le domaine industriel. Le point aujourd'hui, d'ailleurs pour faire écho à ce qui a été dit avant, c'est qu'il y a de mon point de vue, il y a une dynamique en France au niveau de nouveaux projets industriels qui est très intéressante. Donc en tant que financier, investisseur, on observe ça de près. L'industrie n'est plus du tout aujourd'hui un mot tabou. Je refais encore un écho à ce que disait Jacques. Il parlait des licornes. Ces licornes sont essentiellement numériques ou technologiques ou digitales. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à avoir en France des entreprises industrielles assez nouvelles qui se créent et qui apportent quelque chose de réel. Donc, dans quel domaine on parle? On parle de l'industrie décarbonée, on parle de l'énergie bien évidemment, de la technologie, de la santé et de l'agroalimentaire. Et dans ces secteurs-là, dans ces thèmes-là d'investissement, il y a des projets qui sont à différents stades de maturité, qui se mettent en place sur le sol français et qui sont portés par des entrepreneurs. C'est extrêmement intéressant de voir. Et d'ailleurs, j'en parlais ce matin, je pense que Elon Musk a fait beaucoup pour l'industrie dans l'esprit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le modèle, mais en fait, il a libéré le côté, on peut aujourd'hui être un industriel, donc ça suppose de prendre des risques, bien évidemment, des risques long terme, et donc de le faire réellement. Et aujourd'hui, donc, ces développements industriels que l'on observe en France, c'est porté évidemment par l'innovation, par la technologie et par la décarbonation. Et pourquoi c'est bien ? Parce qu'en fait, il y a évidemment cette ambition de faire quelque chose d'important dans les thématiques et d'apporter des solutions à nos problèmes de transition dont on a parlé de multiples fois aujourd'hui à Aix. C'est des cas qui sont très bien pensés. Aujourd'hui, les créations d'usines, et elles sont assez nombreuses, se font dans le cadre d'une symbiose industrielle très bien pensée. Je le redis, par exemple, en termes de sourcing d'énergie, en termes de récupération de coproduits pour pouvoir produire leurs produits finaux. En termes de partenariat aussi, avec des industriels beaucoup plus grands ou un monde académique ou un monde de recherche. Donc c'est des laboratoires à l'échelle réelle de ce qui est
très intéressantes d'un point de vue donc, industriel. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, c'est dans le domaine aujourd'hui de la décarbonation que ces choses-là sont pensées. Alors, qu'est-ce qu'il faut très rapidement pour que ça se pérennise et pour que ça marche? Il nous faut, moi je suis convaincu, c'est comme dans la tech et dans le digital, il nous faut des succès industriels d'entreprises plus jeunes en France pour que le mouvement se fasse. Donc il faut plusieurs choses. Il y a des questions d'infrastructure, des capacités à installer donc les usines localement. Moi, de ce que je vois quand on discute avec ces entrepreneurs, les choses sont aujourd'hui peut-être un peu plus faciles. Elles sont toujours très longues, toujours plus longues qu'ailleurs, mais le mot industrie ne fait plus forcément peur localement. Il faut également des compétences, pas toujours facile à en trouver. Ça, c'est la première préoccupation de ces industriels. Et évidemment, il faut du financement. Le monde industriel, c'est du financement assez significatif, long terme, à faire en plusieurs fois. Et donc là, il y a une réflexion à avoir dans notre pays pour financer ces développements et que ça soit réellement un succès donc, à l'avenir. Nicolas Dubourg, on apprend traditionnellement en économie pour faire des succès, pour fabriquer de la croissance, il faut du capital humain, il faut de la techno et il faut du capital. Si je vous suis, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui, au plan des mentalités, a bougé. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus mûr et plus facile aujourd'hui. Il y a peut-être une nouvelle génération d'entrepreneurs pour qui l'industrie est un avenir. Il y a la perspective immédiate de la décarbonation qui j'allais dire, incite aussi à être performant sur ces domaines-là. Vous diriez, dans votre domaine, que le capital aujourd'hui est disponible, qu'on peut accompagner des projets, que les entreprises peuvent trouver de l'argent pour peu qu'il y ait un projet, de l'innovation et un site de localisation, un projet qui mérite d'être investi? C'est une excellente question. Ce phénomène est relativement jeune. Donc je ne vais pas dire que tout est réglé. Mais quand même, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est par exemple, en France, il y a un plan de relance 2030 qui est relayé par un plan donc, européen avec des thèmes très bien ciblés. Et donc, à partir de là, quand on se situe dans ce cadre-là, il y a des subventions qui peuvent se faire au niveau de projets, en capital, en financement d'usines. Et donc, ça aide à prendre les premiers risques industriels. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ces mécanismes-là. Le deuxième point qui, à mon avis, va quand même faciliter les investissements dans le temps, c'est que beaucoup de ces projets sont assis sur le fait que les productions sont prévendues. Enfin, en tout cas, une fois qu'elles sont prêtes, elles sont achetées par des grands donneurs d'ordre. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent réellement à un besoin des produits finaux. Parce que, par exemple, elles sont fabriquées selon certaines normes et elles répondent à certaines attentes des consommateurs finaux. Et donc, elles permettent de dérisquer les projets, un peu comme une infrastructure, si vous voyez, dans lequel on sait que derrière, il y aura quelqu'un qui utilisera cette infrastructure. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui, à mon avis, dans le temps, vont permettre de financer, mais il va falloir avoir de l'audace et peut-être un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. J'en profite pour dire que ceux qui veulent aussi poser des questions peuvent le faire aussi, et ceux qui nous regardent aussi à distance via bien évidemment le site des rencontres, et peuvent poser des questions qui m'arriveront directement, que je pourrai transmettre à nos invités. Je donne la parole maintenant à Minh Po Kay de KT Capital. Je disais, Minh Po, que vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans à Orléans. Vous avez construit aujourd'hui une très belle entreprise de capital investissement. Et vous intéressez, vous, à ce qu'on peut faire aussi de manière, j'allais dire, transfrontalière, de construire des logiques industrielles, régionales peut-être, ou en tout cas des alliances qui transcendent les réalités nationales à travers une logique d'investissement et d'innovation. Bien évidemment. Comment voyez-vous cette perspective? Est-ce que vous croyez, vous aussi, qu'en France, on peut trouver de nouveaux secteurs dans l'industrie, sur les chantiers, les défis qui sont devant nous, comme la décarbonation, notamment comme les sujets énergétiques, comme les sujets de mobilité? Voilà, est-ce que c'est des secteurs aujourd'hui où, en France, on peut trouver des projets, les développer et reconstruire une activité industrielle à la hauteur des défis qui sont devant nous? Oui, merci Vincent. Ma réponse est oui, bien sûr. En France, avant de parler de nouveaux secteurs,
Je pense que géographiquement parlant, la France, c'est un endroit où on peut produire demain. Regarde, l'exemple, moi je suis chinois, le terreau français est tellement fertile, quand même un Chinois, il a pu produire une société qui s'appelle KT Capital, qui gère à peu près 5 milliards, moitié private equity et moitié innovation. Et d'ailleurs, je voulais saluer quand même, manifester mes respects à Jacques, parce que quand j'ai démarré il y a 7 ans ici présent, KT Innovation, c'est le premier industriel français qui nous a fait confiance et qui a cru que aux frontières des frontières, on peut innover. Et donc pour la innovation, si vous parlez de secteur, c'est pas la peine trop insister de nouveau secteur ou ancien secteur. Il n'y a pas nouveau monde, ancien monde. Moi, je pense que avec des industries existantes, on peut aussi trouver des nouveaux ressorts. Tout ça, c'est lié à quel est le besoin non satisfait que les industries répondent. Quels sont les besoins de clients fondamentaux? Grâce à digital, on peut savoir plus précisément et d'une manière avec un bon rythme. Dans l'innovation, il y a deux sorts. Soit une rupture technologique, soit une innovation modèle économique. Moi, je crois beaucoup sur la rupture technologie parce que pour business, une innovation dans le modèle économique, ça peut être immédiat ou ça peut faire même des unicornes immédiats. Mais sur la technologie, rupture, il faut quand même avec le temps et avec la base. Je pense que la France a un avantage, pas pour n'importe quel pays. Vous avez un système de formation de très bonne qualité. Et quelque part, je disais tout à l'heure, contrairement à ce que vous pouvez penser, je trouve que c'est un pays quand même très tolérant et très ouvert. Regardez la preuve, vous m'avez accepté d'être ici présent. Par le secteur, je parlais tout à l'heure, tu insistes sur la frontière des frontières. Moi, je pense que l'innovation peut venir très bien aux frontières de différents secteurs et différentes géographies. Donc, quelque part, deuxième sujet, je voulais insister, peut-être il faut arrêter trop de distinguer les frontières, que ce soit chinois, soit américains ou soit français. Au fond, les Français peuvent produire en France, les Américains peuvent produire en France, les Chinois peuvent venir produire l'avenir aussi ici. Donc la question c'est comment être, je ne veux pas utiliser le terme, être suffisamment smart, dans le sens que, par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelle énergie. Mais pour la nouvelle énergie, par exemple, la fabrication de batteries ou de panneaux solaires, bien sûr, vous pouvez très bien, avec l'argent que vous avez, vous pouvez construire une usine à Orléans, parce que je venais d'Orléans, je suis un Chinois orléanais. Mais la question, c'est les savoir-faire, il y en a beaucoup, sont et dans les équipementiers. Sur les panneaux solaires et notamment en Chine. Donc, quelque part, on peut toujours penser, on va immédiatement couper le lien, couper le pont. Je pense que parfois, il faut comprendre que la supply chain, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on ne peut pas dire tout à coup, je vais transférer tout ou transférer là ou là. Non, il faut être plus sérieux. Il faut être toujours resté ouvert et tolérant et accepter que ce que vous avez fait, encore une fois, les étrangers venir créer leur société ici et que aussi les autres pays doivent faire le même. J'appelle la politesse, réciprocité. Et je prône pour que ce monde n'ait pas que juste parler, construire le pont, parce que le pont est visible, on peut le détruire, c'est ce que le géopolitique essaie de faire. Mais je pense que parfois, le lien de confiance, ça se construit dans le temps, le lien de cœur. C'est comme le tunnel. Voilà, c'est très efficace et ça résiste. Et c'est ce que KT a fait au quotidien avec notre 135 personnes, 9 bureaux. On aide les entrepreneurs français à être très chinois en Chine, très américains aux États-Unis. Et bien sûr, les autres sociétés dans l'étranger, quand ils viennent en France, il faut qu'ils contribuent. Donc, obsession, utilité, finalement, je pense que c'est une recette pour trouver les bons secteurs, pour la bonne manière pour le demain. Min Pok, est-ce que quand même, on a envie de vous croire, on a envie de souscrire à ce que vous venez de dire, voilà, une ouverture, une réciprocité, une capacité à s'entendre et à investir sur des projets sans considération de frontières, mais est-ce que finalement, on n'est pas dans une période où c'est un peu l'inverse qui se passe ?
c'est-à-dire où on a des crispations nationales, une volonté de retrouver aussi de la souveraineté nationale ou de la souveraineté régionale. Et on voit bien qu'on a été soumis à des épreuves aussi de différentes natures, à travers la pandémie, à travers la question de l'énergie aujourd'hui. Et on voit bien chaque région aujourd'hui essaye de jouer sa carte, de construire des atouts, mais de travailler d'abord sous une forme régionale, plus que sous une forme internationale, j'allais dire dans le premier modèle de la mondialisation. C'est pas contradictoire. La vraie internalisation passe par localisation. Ou la vraie localisation, pour qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit international. Si on revient un peu le bon sens paysan, moi je suis très bon pour cultiver les tomates. Jacques, peut-être tu es mieux pour moi, pour les courgettes. Je ne veux pas quand même manger matin, soir tomates. De temps en temps, j'ai besoin de courgettes. Donc, au lieu de faire des barrières dans tous les jardins, je préfère lever les barrières pour faire le commerce avec Jacques. Comme ça, je peux de temps en temps quand même changer de midi en courgettes. Je pense qu'on est censé travailler ensemble. Je ne sais pas pourquoi on veut croire qu'on peut humainement, volontairement, de couper les liens. Ça ne marche pas. Voilà, après, il y a quand même la géopolitique derrière et parfois les choses sont compliquées, mais on entend bien votre métaphore culinaire qui, ici à Aix, nous plaît bien. Les tomates et les courgettes, c'est un truc qui nous plaît bien. Madame Fatma Marrakchi Charfi, vous êtes économiste, je le disais en vous présentant, vous nous arrivez de Tunis, vous dirigez un laboratoire d'intégration économique internationale, vous êtes sensible aux avantages comparatifs, comme on dit en économie, mais aussi à la poussée de la jeunesse, et notamment dans la région que vous habitez et qui va voir demain des centaines de milliers de jeunes arriver sur le marché du travail, qu'il va falloir aiguiller, accompagner, aiguiller vers des secteurs d'emploi et de compétences qui précisément répondent aux défis auxquels nous sommes confrontés. Comment voyez-vous notre sujet de relocalisation industrielle vu de l'autre rive de la Méditerranée, dans un pays qui nous est cher, qui est la Tunisie? Merci beaucoup. Merci pour la question aussi. En fait, en regardant un peu l'intitulé de la session, j'ai pensé que c'était un peu trop ambitieux, de nouveaux secteurs pour produire demain. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question ou pas, mais au moins, je vais essayer de donner certaines pistes de réflexion, dans le sens que, très sensible effectivement à l'économie internationale, c'est le domaine à partir duquel j'arrive. Et on nous a toujours appris, et on apprend aux étudiants, que cette question de spécialisation, qui est une question redondante de tous les temps, un pays, où va-t-il se spécialiser, dans quel secteur? La question est d'autant plus urgente aujourd'hui avec les crises que nous sommes en train de vivre. Et en fait, on apprend aux étudiants de faire simple une des théories basiques qui est celle de l'avantage comparatif, effectivement, qui nous dit qu'il vaut mieux pour chaque pays qu'il se spécialise dans les secteurs là où il fait le mieux, là où il est le plus performant, là où ça coûte le moins cher de produire. Et donc, je fais référence à l'avantage comparatif révélé, qui est en fait un ratio qui calcule pour un secteur particulier votre performance relative par rapport au secteur dans votre pays, par rapport à cette performance dans une région du monde ou bien dans le monde tout simplement. Donc si vous arrivez à faire mieux que le monde, c'est que vous devez vous spécialiser dans ce secteur-là. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes confrontés donc à des crises que nous savons tous, qui est la crise Covid et qui est aussi la guerre qui a éclaté en Ukraine. Et je crois que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'on ne peut plus se permettre le luxe de nous confiner dans cette théorie d'avantage comparatif, parce qu'effectivement, les pays aujourd'hui cherchent à améliorer leur résilience par rapport aux chocs. Les chocs qu'on ne connaît pas, nous connaissons les chocs très récents, mais on ne connaît pas de quoi les lendemains seront faits, comme vient de le dire la Première ministre de France. Et en effet, on ne sait pas quel genre de choc est-ce qu'on va avoir demain pour nous préparer aujourd'hui. Toutefois, on doit miser sur ce qu'on connaît déjà. On doit travailler sur ce qu'on connaît déjà. Donc,
je rebondis sur votre question qui est de dire qu'effectivement pour la région que je connais et la région de laquelle je viens, qui est la région MENA, donc la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où d'ici donc 2050, on va avoir quelque chose comme 300 millions de travailleurs, de jeunes travailleurs qui vont venir sur le marché. Qu'est-ce qu'on va offrir à ces jeunes-là? Peut-être que je ne fais rien. Vous avez bien dit 300 millions. 300 millions, oui. C'est colossal. C'est colossal, effectivement. Et donc, on doit réfléchir dès aujourd'hui, si ce n'était hier déjà, qu'on devait réfléchir à cela. Et donc, suite à ces deux crises très récentes, le monde a eu besoin de quoi, en fin de compte? On a eu besoin de soins sanitaires. On a eu besoin d'agilité au niveau de l'informatique et au niveau de la digitalisation pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc, il y a déjà deux secteurs qui ont jailli, le secteur de la santé et les secteurs de la digitalisation. Il y a aussi un autre impératif qui vient s'ajouter, et suite donc au changement climatique que nous connaissons, c'est le renouvelable, c'est l'écologie, c'est les énergies vertes sur lesquelles on doit travailler dès aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un terrain qui est très important, aussi important que le secteur d'éthique, qui permet d'augmenter la productivité, la compétitivité des entreprises et attire aussi les investissements. On peut aussi parler d'économie circulaire aujourd'hui. Et donc, tout ça, pour le préparer, il faut aussi s'inquiéter de notre secteur, qui est le secteur de l'éducation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit préparer le secteur de l'éducation, que ce soit l'éducation publique ou l'éducation privée? Donc, comment on fait pour former ces jeunes? Comment on fait pour éduquer ces jeunes et aussi assurer par la suite la formation qui doit être une formation continue pour toujours être au diapason des nouveautés qui peuvent surgir, que ce soit des chocs positifs ou bien des chocs négatifs. Mais malheureusement, ce qu'on a vécu ces dernières années, ce sont des chocs négatifs qui ont été ressentis par tout le monde. Donc ça, c'est au niveau des services. On peut parler aussi au niveau des secteurs qui, pour produire des biens, quels biens va-t-on produire dorénavant? Nous savons aujourd'hui que ce que nous sommes en train de produire à l'international, c'est en grande majorité, ce n'est pas un échange standard, vendre des matières premières pour récupérer des produits finis. Aujourd'hui, l'échange international se fait selon les chaînes de valeur mondiales. C'est-à-dire que chaque pays va construire un petit bout de quelque chose et ensuite ce petit bout de quelque chose, que ce soit des avions ou des vélos ou des PC ou des téléphones portables, et qui sont assemblés quelque part là où ça coûte le moins cher. Or, nous avons vu que dans la crise Covid et aussi dans la guerre d'Ukraine, que ceci crée beaucoup de vulnérabilité pour les pays d'une manière générale et pour la région MENA et pour la Tunisie aussi d'une manière plus spécifique. Donc en fait, au lieu de répondre quels sont les secteurs de demain, moi je répondrai comment gagner en agilité pour accroître la résilience de ces pays pour pouvoir affronter n'importe quel choc demain qui soit négatif, principalement négatif pour ces pays-là. Donc, produire selon ces chaînes de valeur mondiales provoque beaucoup de vulnérabilité et on doit être apte aujourd'hui à affronter ces vulnérabilités par une très grande agilité et en misant vraiment sur les secteurs de l'éducation. Merci à vous. Et puis vous avez rappelé les domaines d'urgence que sont la santé. Oui, on peut tout à fait l'applaudir. La santé et le digital qui sont effectivement des facteurs de résilience aussi des sociétés. Kevin Polizzi, je disais en vous présentant que vous étiez président d'Unitel, c'est une holding qui vient de racheter The Camp. Là, on repasse de l'autre côté de ce côté-ci de la Méditerranée et même plus précisément à Aix-en-Provence, puisque vous dirigez maintenant The Camp depuis quelques jours, qui est vraiment le campus de l'innovation. Et on se dit, voilà, là, on passe du régional à l'ultra-local. Voilà un lieu d'innovation, on redescend dans une expérience extrêmement concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un lieu d'innovation pour construire et faire rassembler des compétences, du capital, des idées, de la techno, pour que ça débouche sur des projets concrets de réindustrialisation? Merci. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être là aujourd'hui. Quand mes enfants me demandent ce qui est demain, je leur réponds que c'est aujourd'hui, hier. Et donc, ce demain-là, il faut l'inventer tous les jours. Notre enjeu aujourd'hui, il est assez simple.
On sort d'une crise Covid qui nous a fait accepter à tous la digitalisation de manière accélérée, certes, mais on a gagné peut-être 5 à 7 ans sur le cours de l'histoire pour faire des visios, pour digitaliser, pour passer en paperless, etc. Cette crise du Covid, elle n'est pas finie, mais elle est quand même grandement, je l'espère, derrière nous. Hop, une nouvelle crise s'ouvre, la crise de l'inflation. La crise de l'inflation, là où le Covid nous a fait accepter la digitalisation, l'inflation va nous faire enfin accepter l'innovation. Enfin, il va falloir changer notre façon de travailler, notre façon de manager, notre façon de nous déployer à l'international. Et je dirais qu'on vit en ce moment une période qui est propice à tout changer. On va être plus responsable au niveau de l'environnement. Il faut changer nos voitures, il faut changer nos maisons, il faut changer notre façon de construire. Plus conforme à nos attentes de vie. Il faut changer la façon dont on se déplace, il faut changer la façon dont on travaille, il faut changer la façon dont on réside. Plus dur, plus durable, il faut changer la façon dont on est dans la santé, etc. etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on doit investir? À peu près de partout, puisque le monde d'avant est en train d'être totalement transformé vers un monde d'après, parce qu'il est refusé pour des raisons dogmatiques, ou parce qu'il est contraint à changer de manière pragmatique. Notre enjeu, c'est quoi? Après 20 ans dans les technologies, dans les télécommunications, dans le cloud, dans la 5G, on a construit beaucoup d'innovations de rupture, d'innovations d'usage. On a mis la nouvelle Freebox Pro sur le marché il y a 2 ans. On a apporté de l'innovation dans le cloud, dans l'IA, dans la data. De quoi on s'aperçoit? Je m'aperçois que quand je reçois mes copains le samedi soir à la maison, ils ne comprennent pas ce que je leur raconte. On ne parle pas d'intelligence artificielle le soir devant le barbecue. On aimerait beaucoup, mais on ne le fait pas. Et aujourd'hui se présente à nous cette opportunité qu'est The Camp, ce campus de l'innovation, certes local, mais dont la zone d'influence est l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, donc à vocation régionale étendue, avec cette capacité de diffuser le savoir, de diffuser la connaissance. On ne va pas pouvoir faire de croissance, on ne va pas pouvoir investir demain sans disposer d'une forme de connaissance accessible à tous. On n'a pas tous les mêmes formations, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous la même vie. Mais pour autant, on partage tous les mêmes envies d'une transformation quasi immédiate du monde dans lequel on vit. On le voit cet après-midi, il fait un peu chaud. Bon, je vous rassure, ça fait 2000 ans qu'à Aix-en-Provence, au mois de juillet, il fait chaud. Mais peut-être que demain, si à Dunkerque, on a le même temps au mois de septembre, on se posera des questions plus avancées. On a un vrai besoin de transformation, et cette transformation, elle ne peut pas être laissée dans la main de quelques sachants, de quelques entrepreneurs qui ont eu le déclic peut-être avant les autres, avec, ma foi, peut-être aussi beaucoup de chance, beaucoup de vision. Et aujourd'hui, on doit diffuser de manière très très large cette connaissance, parce que pour réinvestir le monde, il va falloir créer de la valeur ajoutée. On a beau avoir des discours, on entend dans ces rencontres économiques, on entend de partout. Il n'y a qu'à Faucon, on l'entend, on sait où on doit aller, on sait vers quoi on doit aller, mais on ne sait pas comment on doit y aller. On ne sait pas avec qui on doit y aller. Et donc aujourd'hui, vraiment, ce qui est important, c'est de faire de cet objet The Camp un endroit dans lequel la recherche, le public, le privé, l'associatif va venir se rencontrer, mais elle va venir se rencontrer de manière beaucoup plus pragmatique que la promesse. On a nommé notre plan Next Generation. Ça fera penser aux fans de Star Trek, la capacité d'aller dans l'espace beaucoup plus loin. Moi, je ne suis pas Elon Musk, hein, on est juste français, nous. Hein, donc, on a moins de dettes qu'Elon Musk. Le sujet, c'est comment on est capable de déployer très rapidement nos technologies à l'international. On doit faire de The Camp une vitrine de l'excellence française à l'international, parce que, comme vous le disiez, on a très largement les chercheurs, les produits, l'envie et la connaissance. Mais aussi comment aujourd'hui on arrive à ne laisser personne sur le bord de la route, parce qu'un peu d'intelligence artificielle, ça permet à des jeunes de quartier de travailler désormais dans les centres de contact et dans les centres de support client des opérateurs télécoms, parce qu'on les aide, on les met dans un process qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lié au service. Comment effectivement on aura toujours des designers d'électronique, de mécatronique, de plasturgie. Il faut qu'on ait ces usines-là en France. Le coût carbone, quand enfin il sera impacté aux produits et aux services, on verra qu'il y aura plein de produits qu'on retrouvera la joie et le loisir de produire localement. La problématique est la suivante. Pour construire une usine de zéro, il faut entre 7 et 10 ans. Donc celui qui met le premier coup de pioche de son usine aujourd'hui, il a déjà passé 3 ans à avoir toutes les autorisations environnementales, etc., etc.
Et il va passer encore 4 ans avant de réussir à caler ses process pour l'inaugurer. Je ne vais pas vous dire c'est trop long parce qu'on pense tous pareil. Mais il faut qu'on trouve un moyen, notamment dans des alliances industrielles, peut-être de libérer dans des usines existantes qui vont être reconverties, peut-être 1 hectare pour venir y implanter une autre usine. Il est aujourd'hui plus rapide de produire sur un terrain pollué que de construire de zéro sur un terrain non pollué. Et c'est une chance. C'est une chance parce que ça nous donne une opportunité d'aller beaucoup plus loin. Si on prend l'exemple de The Camp, c'est 7 hectares en pleine nature, dans un cadre absolument magique, magnifique. Le campus qui a été construit est incroyable. C'est 12 000 mètres carrés de bâtiments en pleine nature. On fait ça en 2017, on est un super-héros. On fait ça en 2022, on est un criminel. Donc c'est aussi, nous, notre capacité, c'est pas dans l'air du temps de construire du béton en pleine forêt. Hein. C'est pour ça que venez à The Camp, au moins c'est fait. Et il y avait une excellente architecte, absolument, absolument. Un connaisseur dans la salle. Notre enjeu, c'est quoi? Notre enjeu, c'est d'accélérer ce savoir-faire français qui a fait notre réputation des 500 dernières années et qui, aujourd'hui, doit persister. Les alliances, elles existent. À l'international, oui. Sur des produits particuliers, oui. Gardons notre souveraineté numérique. Il s'agit quand même de décider nous-mêmes et pas qu'on nous impose des choix divers. Mais par contre, continuons à vraiment mettre des moyens sur l'informatique quantique, sur le calcul, sur le stockage, sur les infrastructures. Les gens ne le savent pas, mais la France est le 3e pays mondial en matière de data center. On n'a pas fait exprès, il faut être très sincère, on n'a pas fait exprès, c'est parce que comme le nucléaire n'était pas cher, tout le monde est venu faire des data centers chez nous. Mais aujourd'hui, c'est un asset stratégique prioritaire sur lequel on va pouvoir se servir d'une infrastructure de base pour créer des dizaines de milliers d'emplois qui vont, je pense, résoudre une grande partie des problématiques qui sont échangées sur ces 3 jours. Merci à vous. Jacques Aschenbroich, je voudrais d'une part vous faire réagir un peu sur ce qui a été dit, et puis, mais oui, on peut l'applaudir aussi. Et puis ajouter 2 questions. D'abord une qui vient de la salle et qui est pour vous, Jacques. Si vous deviez choisir une action pour favoriser l'implantation industrielle en France, quelle serait-elle si on devait prioriser? Est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'elle est privée? Est-ce qu'elle est publique? Et j'ai entendu en même temps dans ce qui a été dit précédemment, il y a des choses qui tiennent à des éléments culturels, d'état d'esprit, il y a des choses qui tiennent à la formation. Mais vous-même, vous l'avez dit aussi, il y a une question... Au-delà du culturel, il y a quand même une question de transformation, vous avez dit, d'une société de fonctionnaires en une société d'innovation. Est-ce qu'on voit bien en même temps, on se dit les choses ici, que le pouvoir politique est assez contraint dans une configuration nouvelle? On est dans un pays où on attend toujours beaucoup de l'État, beaucoup de la décision politique. Est-ce qu'il n'y a pas une autonomie d'action, d'intervention capable pour les acteurs privés qui ne doivent pas attendre le rythme auquel avance l'État pour décider, investir, avancer sans attendre la décision magique de Paris, du gouvernement, la loi, le Parlement, etc. Je voudrais d'abord répondre à Fatima tout à l'heure en donnant l'exemple de Valeo. On produit 8 millions de pièces par jour. Et on a 2 milliards de composants qui rentrent dans nos usines tous les jours. Pour réorganiser la chaîne logistique, il faudrait des années. Donc la question de temps joue un rôle fondamental. Et si on veut relocaliser, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un objectif en soi, il faut raisonner sur un univers de 10-15 ans. Ce n'est pas quelque chose qui ira beaucoup plus rapidement. C'est des très longs process. Alors, après, sur votre question, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire, heureusement qu'on n'attend pas l'État pour avancer et que l'État nous foute la paix. Voilà qui est dit. Alors, Jacques, la question de la salle il y avait plusieurs questions dans ma question, mais elle vous demandait aussi d'identifier une priorité. Vous en avez déjà évoqué 4 dans votre première intervention. S'il faut aller un peu plus loin, s'il y a une chose qui vous paraît importante d'être partagée avec le public d'Aix, si vous aviez un message prioritaire, quel serait-il? Mais je crois que ça a été évoqué tout à l'heure en parlant du camp. Pour construire une usine en France, entre le moment où on prend la décision, le moment où on a les autorisations, le moment où on la construit et le moment où on démarre, il faut plusieurs années. En Chine, à Shenyang, entre le moment où on a décidé d'investir une usine de 80 000 m² et le moment où on l'a démarré, 8 mois.
Je pense que cet exemple montre l'incroyable lourdeur de l'ensemble de la bureaucratie française. On va en crever si on n'en change pas. On va en crever. Dans un monde où tout va très vite, il faut absolument que l'État, dans ses différentes compositions, dans les autorisations qu'il donne, soit capable d'aller très vite. Regardez le temps que vous mettez pour avoir un permis de construire, un passeport. Aujourd'hui, plusieurs semaines. Il y a des pays où vous l'avez dans les 48 heures. Donc on a une administration qui s'est ankylosée, qui s'est déprofessionnalisée. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires dans la salle. Je suis un ancien fonctionnaire, donc je peux me permettre. Mais je pense que si on ne règle pas ce sujet-là, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on parle d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Si on ne le fait pas, je pense qu'on court un vrai danger. Donc, à contrario, si on le fait, tout ira beaucoup plus vite. Voilà, la logique de la simplification. Nicolas Dubourg, peut-être réagir aussi sur ce qui a été dit, sur les priorités, les chaînes de valeur. Comment vous voyez ça, vous, et un peu la même question qu'à Jacques Aschenbroich, si vous aviez dit quelque chose à privilégier, un message privilégié, quelque chose que vous avez envie de partager avec ceux qui sont venus braver la température, la chaleur, jusqu'à nous, ou ceux qui sont connectés, pour nous mobiliser, voilà, nous mobiliser nos esprits, nos énergies. Alors, oui, peut-être sur les chaînes de valeur et sur les projets de création d'usines en France, par exemple dans des domaines donc énergétiques ou de mobilité que l'on peut trouver. C'est des installations qui se font localement. Ce que je remarque quand même, c'est vrai que l'administration donc est lourde. Il y a la loi donc climat et résilience qui pose aussi quelques contraintes. Mais les choses avancent à partir du moment où il y a les collectivités et le pouvoir politique local, par exemple, donnent un coup de pouce et facilitent par exemple donc l'accès aux subventions. Donc les projets industriels sont tous très lourds, demandent du temps et demandent de l'organisation. Les questions des fournisseurs, de l'accès donc à l'énergie est cruciale. Et donc pour y arriver, donc ça rejoint ce que disaient tous les participants ici, il faut que l'écosystème se mette réellement en place et le fasse vite pour qu'on réussisse très vite ces projets-là. C'est crucial pour montrer l'exemple, c'est crucial pour implanter localement ces industries ou ces nouvelles industries. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, il y a quand même un aspect social à tout ça. Quand vous faites ces choses-là, vous créez des emplois dans des régions qui en ont besoin. Les gens sont fiers d'avoir un outil, d'avoir une usine, d'y participer. Des emplois. Et donc, c'est crucial qu'on arrive à faire ça assez vite. Donc, il faut accélérer partout où on peut accélérer. Il y a des arbitrages à faire. Ça ne peut pas se faire sans les populations. Il faut discuter aussi. Donc, il faut organiser ce dialogue. Il faut le faire plus vite. On sait que sur le renouvelable, aujourd'hui, on en parlait à table. Si vous voulez faire un parc solaire, il y a des exemples en France, des parcs dans les Landes de 1 gigawatt. Alors effectivement, c'est dans la forêt des Landes, mais c'est ultra utile. Ça permet de décarboner la région. C'est des dizaines de pourcents de l'énergie dans la zone de Bordeaux et de son agglomération qui pourrait venir de cette capacité-là. Il faut le faire avec l'accord des populations, mais il faut y arriver à le faire. C'est crucial. Merci d'évoquer aussi ce sujet qui est important, qui est un sujet d'acceptation en fait, sociale, et donc la nécessité aussi de dialoguer. Il nous reste très peu de temps, je suis désolé, on m'a fait signe. C'est quasiment terminé. Est-ce qu'il y a l'un de nos trois autres invités qui veulent dire un petit mot? Madame? Oui, juste sur la chaîne de valeur mondiale. En fait, je pensais à un exemple très particulier qui est la dépendance de la Tunisie, donc mon pays à moi, par rapport aux importations de blé de l'Ukraine, par exemple. Et donc, nous, on est un pays qui est très fortement dépendant des importations du blé de l'Ukraine et que nous avions des surfaces énormes cultivées en blé. Aujourd'hui, elles ne sont plus cultivées parce qu'on achète à un prix dérisoire aux agriculteurs et donc les agriculteurs ne sont pas, la rentabilité n'est pas là pour eux et donc ils font autre chose que le blé. Par rapport aux produits industrialisés,
En fait, moi, je pense à un exemple qui a été déjà donné hier par Madame Lagarde et qui disait, en fait, on cherche aujourd'hui de plus en plus à rapprocher les sources d'approvisionnement, c'est-à-dire délocalisation, relocalisation, mais surtout ce qu'on appelle le nearshoring, donc rapprocher les sources d'approvisionnement, ou bien le friendshoring, c'est-à-dire acheter de chez les amis, de chez les gens qui ne nous laissent pas tomber en cas de crise, par exemple. Et ça, c'est très important, par exemple, pour les Chinois qui produisent chez eux. Ils pourraient, non pas sur 10 ou 15 ans, mais peut-être sur 5 ans, délocaliser certaines entreprises, pas totalement, mais partiellement, pour rapprocher par rapport à l'Europe, qui est un grand client par rapport à eux, s'implanter en Tunisie, au Maroc ou ailleurs. Donc ce sont des demi-solutions. Voilà une piste intéressante. Je suis désolé pour les deux derniers intervenants, parce que nous sommes au bout de notre panel. En revanche, ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, on peut continuer un peu à l'ombre plutôt qu'au soleil, à l'issue de cette table ronde. Merci infiniment d'avoir été avec nous, et bravo à chacun de nos intervenants.